Je dirais que le pitch, c'est l'histoire de Marie, une ancienne journaliste devenue pasteur évangélique à Tunis, qui accueille dans sa maison transformée en église 2 femmes, une jeune étudiante et une jeune maman migrante, et puis une petite fille, Kenza. Et ensemble, elles vont constituer une sorte de famille recomposée. Et elles vont défier, on va dire, le contexte politique du pays à ce moment-là. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre à rapper. Ils ont mis tous les parents et les enfants de l'autre côté. On était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillés. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel. Moi, j'ai pensé à mon envie de cinéma il n'y a pas très longtemps, parce que je me suis posé la question comment ça a commencé, puisque je n'ai pas réellement fait d'études de cinéma. Et je crois que ça remonte à très loin, très loin. Ça remonte à quand j'ai grandi dans une banlieue française, le quartier des Maguettes. C'est un quartier où il y a eu la marche pour l'égalité qui a commencé là-bas. Et c'est un peu un quartier emblématique pour les émeutes des banlieues qu'on appelait en France, les émeutes des banlieues entre les jeunes des quartiers et la police. Moi, j'ai adoré mon enfance, hein, mais j'ai quand même grandi dans un certain contexte, dans un immeuble, au 9e étage d'un immeuble. Et comme il y avait beaucoup de conflits avec la police dans la rue, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre à regarder par la fenêtre. Et là, je pense que c'est mon premier écran de cinéma. C'était vraiment de regarder par la fenêtre et de regarder tout ce qui se passe dans le parking. En plus, j'étais au-dessus d'un parking, donc il y avait toutes les personnes qui se rencontrent, tous les dealers de drogue, toute la police quand on brûle des voitures. Et j'avais accès à des immeubles à côté aussi, donc je voyais les gens par la fenêtre, un peu chez eux. Et je pense que j'ai imaginé les dialogues, parce que je ne les entendais pas. Je pouvais seulement voir comme un cinéma muet, quoi, ce qui se passait en face de moi, mais sans pouvoir écouter vraiment ce qui se disent. Et je crois que ça a nourri mon imaginaire et ça a été peut-être mon premier écran de cinéma. Et c'est beaucoup plus tard, après que j'ai réalisé ça, quoi. Il n'y a même pas si longtemps, que ça a développé mon imaginaire et mon envie de raconter le réel aussi. Vraiment, ce qu'il y a en bas de ta porte, quoi, en bas de ta fenêtre. Qu'est-ce qui se passe en bas de ta fenêtre? Il se passe beaucoup de choses. Et se jouent les liens entre les gens et la société. Ben, comme je suis rentrée je suis rentrée dans le cinéma par la porte du journalisme et du documentaire, c'était assez naturel. C'est juste cette facilité de pouvoir prendre une caméra et de filmer la vie et d'essayer de raconter des histoires et d'être complètement ancré dans un contexte politique et social. Et cette transition vers la fiction, elle a été très naturelle, puisque finalement, on recrée la vie. Et quand on l'a beaucoup filmé, la vie, peut-être on arrive mieux à saisir la normalité ou la normalité des choses. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des univers qu'on voit peu au cinéma. C'est un peu aussi la motivation de faire des documentaires. C'est de documenter la vie, de présenter au monde des espaces, des personnages, des gens, des histoires qu'on voit peu, ou alors très stéréotypées dans les médias. Et c'est le cas, je pense, des personnages de mes films, qui sont souvent soit des victimes, soit des héros. Et moi, j'aimerais juste qu'on les voit tels qu'ils sont. Et c'est peut-être là où moi, j'aime bien mettre la caméra, quoi. En général, je passe beaucoup de temps avec les personnes que je veux filmer, ou qui m'intéressent ou qui m'inspirent. Et ça donne lieu à des histoires et des anecdotes personnelles qui n'arrivent que lorsqu'on passe du temps avec la personne. Parce que les idées viennent au moment, voilà, à des moments où on ne s'attend pas.
عبدو وينك؟ عم بحذاك. من اخبارك؟ لاباس سوا مشينا نقلنا المستير شكون غادي. أو. وين اخواتك وين دارك؟ سوا اخواتي لاباس. انتم لاباس؟ والله ما نعرف هذيك انت. الحمد لله. شو صدفة يعني؟ بعد 5 سنين. Le verger de figuier, bah déjà le verger de figuier, c'est quand même, faut le dire que c'est quand même le village d'origine de mon père. Donc c'est jamais vraiment par hasard, et il faut bien qu'on ait un lien, une connexion quelque part. Là, c'était la connexion, c'est le village où j'allais quand j'étais plus petite, mais que j'avais jamais regardé de cette manière-là. Et ces jeunes filles qui travaillent l'été dans les champs de figuier ou d'olivier, ça aurait pu être moi si mon père n'avait pas immigré en France. J'aurais pu peut-être être une de ces jeunes filles qui travaillent dans les champs l'été. Donc je les ai vraiment vues comme un miroir ou comme des sœurs ou comme des cousines. Et après, il a fallu caster le champ de figuier, le verger, comme on casse des personnages. C'était vraiment, voilà, vraiment parce qu'en plus, souvent, les vergers de figuier sont assez petits. Et nous, il nous fallait assez d'arbres et de figues pour pouvoir faire une vraie récolte et filmer. Puisqu'à chaque fois qu'on cueille des figues dans le film, eh ben, on ne peut pas les remettre. Ce n'est pas artificiel. C'est la nature qui s'impose à nous. Et ça a été des rencontres. J'étais partie à la base faire des auditions et des castings pour un autre film. Et en faisant le casting, j'ai appris que tous les jeunes de ce village, en réalité, travaillent dans les champs pendant l'été. Je les ai suivis et j'ai co-écrit avec mes co-scénaristes Sous les figues. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Tu es béni. Amen. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi ton amen. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, va là où je vais te bénir. Abraham s'est levé. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Amen. Mais je sais que tu as un plan pour moi. Amen. Ce n'est pas pour que je périsse dans la mer. Amen. Ce n'est pas pour que je sois noyé dans l'eau. Mais c'est pour que ton nom soit glorifié. Amen. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit glorifié. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ma rencontre avec l'église de la Persévérance s'est fait il y a quelques années déjà, avec la rencontre d'une journaliste d'origine ivoirienne qui travaillait dans une radio à Tunis. Je m'étais déjà intéressée à la question de la présence des communautés subsahariennes en Afrique du Nord, soit pour faire leurs études, soit pour s'installer ou migrer ou travailler, ou pour traverser la Méditerranée. En fait, les raisons sont multiples. Et je l'avais revue quelques années plus tard et elle m'avait avoué qu'elle avait un deuxième métier, que son deuxième métier c'était pasteur. Et c'est vrai que c'était très étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai décidé de la suivre dans son travail, d'aller la voir au culte du dimanche matin. Il faut savoir que ces églises évangéliques ne sont pas autorisées puisqu'elles ne sont pas réellement légales. Elles sont faites comme ça un peu de manière anarchique dans des maisons. Et ça m'avait fascinée et a commencé l'histoire de Promis le ciel où c'est un mélange de rencontres et d'observation de la société tunisienne actuelle. Alors les églises évangéliques, il y en a dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes de Tunisie. Elles sont, comme je disais, un peu anarchiques. Elles commencent dans un appartement, parfois dans une maison, et puis après dans une salle des fêtes, et puis après parfois dans une... Et ça me rappelle un peu quand pendant la migration des Maghrébins en Europe, ils avaient créé aussi des mosquées dans des caves parfois, dans des quartiers, dans des maisons, jusqu'à ce que petit à petit ce soit autorisé. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, cette narration inversée et le miroir de l'autre, et ces parcours similaires, avec aussi malheureusement en Tunisie... Avec aussi, malheureusement, en Tunisie, la montée du racisme, de la xénophobie, des discours politiques qui peuvent enfermer les gens dans des stéréotypes et montrer que ces discours ont un impact direct dans la vie des gens.
Donc ces églises, elles sont étonnantes, elles sont différentes les unes des autres. Elles dépendent vraiment de la personne qui l'a créée. Elles sont à l'image de la personne qui l'a créée. Dans mon film, j'ai délibérément choisi une église plutôt sociale, qui a vocation sociale, d'accompagnement des migrants, mais aussi il y a un caractère ambigu toujours dans les églises évangéliques, puisqu'elles sont faites de manière anarchique et cette ambiguïté, elle est intéressante à observer. Non, je suis là, ma chérie, je suis là. Mets-toi ici, voilà. Tu vois comme tu es fort? Tu as vu comme tu es fort? Marie, qui est interprétée par Aïssa Maïga, c'est la pasteur du film, c'est une femme charismatique, mystérieuse, qui vit dans une bulle, qui est cette maison transformée en église évangélique et qui porte à bout de bras toute une communauté, et notamment une communauté de femmes. Ça, c'est pour Aïssa Maïga, actrice formidable que j'ai beaucoup admirée. Je suis très, très fière et très heureuse qu'elle fasse partie de cette aventure. Et c'était étonnant pour elle de jouer une femme pasteur à Tunis. Quand elle est venue passer son audition en Tunisie pour le rôle, elle a été mise face à des vrais fidèles. Elle avait un texte que j'avais coécrit avec une vraie pasteur et elle devait convaincre des vrais fidèles. Et elle les a convaincus, donc elle m'a convaincue et elle est devenue Marie. Pour le personnage de Déborah Nané, enfin le personnage de Nané, puisqu'elle joue, elle a pris le même prénom, puisqu'elle joue en partie son propre rôle. Je l'ai rencontrée dans un casting sauvage à Tunis. Casting sauvage dans le sens où c'est un peu dans la rue, c'est un peu des auditions qu'on fait avec des personnes qu'on rencontre dans des associations ou des choses comme ça. C'est pas un casting habituel et elle avait accompagné un ami à elle et elle me regardait avec beaucoup de suspicion en disant qu'est-ce que cette fille veut raconter de la communauté, et je me souviens bien de ça. Et puis au moment où je l'ai rencontrée, elle voulait traverser la Méditerranée pour de vrai, dans la vraie vie réelle. Et j'ai été tellement éblouie par son talent lors de l'audition que voilà, on a décidé de travailler ensemble. On a travaillé 1 année et demie à peu près avant de tourner le film. Et elle incarne une femme, une jeune femme forte, mais avec beaucoup qui a beaucoup d'hésitation sur ce qu'elle doit vraiment faire dans sa vie, sur les choix qu'elle a faits et qu'elle doit faire. Et en même temps, elle vit au jour le jour. Elle vit comme si c'était le dernier jour. Et voilà, et c'est ce qui m'a inspirée chez elle dans la vraie vie et ce que j'ai essayé de transmettre aussi à travers son personnage. C'est une fille très touchante, très vraie et très authentique. Voilà, ça c'est pour le rôle de Déborah Nané. Et pour Laetitia Key, merveilleuse artiste ivoirienne qui joue le rôle de Jolie, une étudiante ivoirienne installée à Tunis et qui aspire à être une étudiante normale, c'est-à-dire avoir ses histoires d'amour, étudier, réfléchir à son avenir, et elle est ambitieuse. Et malheureusement, cette ambition est mise à mal par le contexte politique du pays, et en même temps, elle se différencie de sa propre communauté, et à juste titre, puisque un étudiant n'est pas forcément un migrant, et elle est finalement victime d'un système. Et je voulais vraiment que ce soit incarné par une femme encore une fois charismatique, mais aussi très unique. Et elle l'est dans la vie. Elle fait des sculptures extraordinaires avec ses cheveux. Et c'est une Instagrammeuse, mais aussi surtout une artiste. Et je l'ai découvert sur Instagram. Et ce qui est incroyable avec ce casting, c'est que c'est un casting... elles ont chacune leur histoire avec moi, et avec chacune, j'ai une histoire différente. Et c'était pas un casting habituel. Elles ont chacune, je les ai chacune rencontrées d'une manière complètement différente, comme elles se sont rencontrées dans le film d'une manière
absolument différentes. Elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, que ce soit dans leur parcours personnel, que ce soit dans leur personnalité. Et pourtant, elles arrivent à faire famille, à vivre ensemble et à accueillir une petite fille qui est Kenza, qui joue aussi Kenza. Elle a d'autres prénoms, mais j'ai choisi un de ses prénoms parce que c'est un prénom arabe qui veut dire trésor. C'est un peu le trésor de cette famille recomposée. Et ça nous dit peut-être, avec un petit indice, que comme c'est un prénom arabe, c'est peut-être une enfant née en Tunisie. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on regarde le monde du Sud, on a vraiment une autre perspective sur le monde. J'ai même appris dernièrement, par exemple, que la carte de l'Afrique n'était pas réellement proportionnelle à la carte du monde dans les cartes officielles. En réalité, l'Afrique est plus grande, le continent africain est plus grand que ce qu'il ne paraît sur la carte mondiale. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et quand on découvre les statistiques aussi, que la migration africaine, en majorité, les Africains migrent à l'intérieur de l'Afrique. Seulement 20%, c'est-à-dire vraiment un beaucoup plus petit pourcentage de la migration africaine va vers l'Europe et le reste du monde. Donc ça donne une autre perspective. Et là, le film raconte ça. Il raconte la migration interne à l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique. Je trouve, et puis ça parle aussi de femmes, et on parle très très peu de la migration féminine, beaucoup plus de la migration peut-être d'hommes. C'est des histoires qu'on voit peu et qui existent et qu'on est en train de vivre en ce moment actuellement. Et ça me tenait vraiment à cœur de raconter. Je pense que quand on est réellement dans l'immersion, surtout quand on fait un cinéma réaliste, quand on est en immersion, la tonalité, elle s'impose un petit peu à nous en fonction de ce qu'on a réellement ressenti personnellement lors de cette immersion. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que la vie prend toujours le dessus sur les difficultés que les gens peuvent vivre, parce que c'est comme ça qu'ils surmontent en fait les difficultés. Et cette tonalité un peu parfois amusante, mais parfois très grave. Par exemple, le traumatisme de l'enfant n'est pas forcément montré comme on l'aurait imaginé. Si on l'avait écrit en étant complètement déconnecté de la communauté, on aurait peut-être imaginé un personnage beaucoup plus triste, beaucoup plus tourmenté. Et ce qui m'intéresse, je pense que c'est comme Leïla dans Sous les figues, ou ces personnages-là qu'on peut imaginer très tourmentés ou même traumatisés. Dans le quotidien, c'est rare qu'on montre réellement, on a plus de pudeur en fait, donc on montre rarement notre détresse, et on la cache même. Et donc ça fait appel à cette tonalité, à cette envie de vivre. Et puis, je pense que quand on est dans des situations fragiles et instables, on vit au jour le jour. Et plus on vit l'instant présent, peut-être, et plus ça amène ces petits moments de joie, ces petits moments magiques qu'on a essayé de reproduire dans le film, comme dans la scène de la trottinette, par exemple, entre Nané et Foued, ou la scène des scènes avec Kenza, ce genre de petits moments de la vie. La partie peut commencer. Ici. Léon, écoute, je joue avec vous. Amen, le Seigneur a béni, amen. Moi, je pense que je travaille vraiment comme une troupe de théâtre. Et pourtant, je n'aime pas le jeu théâtral. Mais ce n'est pas le jeu théâtral que je recherche, c'est plutôt cette connexion de faire avec les moyens du théâtre, c'est-à-dire le faire avec les moyens qu'on a. Et d'être toujours dans une forme de collectif où chacun met sa main à la pâte, où chacun participe, où on écoute les autres. Et donc, c'est un mélange de préparation
et d'improvisation. Mais vraiment, c'est vraiment les deux. Et j'aime beaucoup ça parce que ça donne comme un laboratoire à chaque fois de recherche quelque part pour trouver la bonne tonalité, le bon moment, pour inventer des choses. Et j'aime bien construire et déconstruire tout le temps parce que ça me permet aussi moi de remettre en question mon propre regard sur les personnages que je filme. Parce que je crois qu'il y a une sorte de responsabilité qu'on peut retrouver aussi dans le documentaire. C'est quand on montre des personnages proches de personnages existants, il y a cette forme de responsabilité de la manière dont on les montre et de ce qu'on raconte d'eux. C'est pas complètement fictif. Donc c'est important, je pense, d'interroger son propre regard sur cette question-là. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et donc ça crée une sorte de fragilité aussi. C'est-à-dire que tout n'est pas sur le marbre, quoi. Tout n'est pas complètement figé. Et j'aime bien parce que c'est une prise de risque. Et en même temps, c'est la magie de ces tournages qui pourraient durer encore plus longtemps, tellement on a encore des choses à explorer avec les acteurs. C'est vrai que je suis très proche de ma chef opératrice, Frida Marzouk, et on a réfléchi à la question des couleurs ensemble et ce qu'elles signifiaient, le bleu et le rose du film, par exemple. On a beaucoup de bleu qui est le bleu du ciel, hein, de cette promesse divine que promet un peu l'Église évangélique de la persévérance. Puis il y a aussi évidemment le bleu de la mer qui n'est jamais très loin, comme un départ possible, comme une autre vie possible. Et puis ce rose de l'enfance de Kenza, le rose aussi de la robe à paillettes de Nané, qui montre l'instant de vie, du moment présent. On n'est plus dans la promesse du ciel ni de la mer, on est dans cet instant-là, tout de suite, de l'enfance. Et c'est pas grand-chose, mais ça suffit, je trouve, pour créer une atmosphère au film. Donc oui, il y a cette réflexion. Et puis, on discute pendant le tournage énormément et parfois, on trouve des choses pendant le tournage. Et puis, voilà. Et puis, ces actrices extraordinaires qui apportent beaucoup aussi à leur propre personnage et qui aident à l'écriture. Elles participent, en quelque sorte, à l'écriture du film. Et moi, j'ai grandi avec ces films. Voilà, le gospel, ça a toujours été... D'ailleurs, c'est drôle parce que j'étais dans une chorale de gospel quand j'étais plus jeune. Donc, ça m'a toujours émue et touchée parce qu'on parle de revendications très profondes dans le gospel. On s'adresse en fait au divin en lui demandant de nous sauver. Il y a quelque chose comme ça quand même de très puissant, de très fort et de très collectif. J'ai adoré filmer. Il y a d'autres moments de ces moments-là qui ne sont pas dans le film, mais qui sont très, très beaux. Parfois, c'est de la danse, parfois, c'est joyeux, parfois, c'est triste. Parfois, les gens pleurent et parfois, ils rentrent en transe même. C'est assez fort. Mais je ne voulais pas que ça prenne le dessus sur l'histoire parce que très vite, on peut aussi tomber dans le folklore, quelque part. Et moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'est que ça fait partie de leur vie. Et je n'ai pas envie de le montrer d'une manière folklorique, mais vraiment d'une manière plus juste. Et puis, par exemple, on voit très bien que le personnage de Jolie, l'étudiante, elle, les chants religieux à l'église, ça ne l'enchante pas trop, quoi. Enfin, alors que Nané, elle est beaucoup plus habitée par ça. Marie joue aussi un peu un rôle. Elles ont chacune aussi un rapport à l'Église et à ces chants religieux très différents et qu'on peut remarquer par des petites expressions.
de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Je pense que l'éthique, c'est propre à chacun quand même, d'avoir sa propre ligne et de la respecter peut-être profondément. Moi, j'ai du mal à utiliser le drame des autres. Donc j'ai tendance plutôt à dédramatiser. C'est aussi une question. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal avec l'idée d'utiliser quelque chose de tragique ou de dramatique à des fins... je trouve la bonne manière de le dire, mais je pense que pour garder une certaine éthique, il faut être très proche des gens. Il faut prendre le temps. Et j'ai pas de recette, je ne sais pas. Je questionne ça tout le temps. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai vraiment du mal à utiliser le drame de la vie des autres et de le porter à l'écran de manière spectaculaire. Parce que j'aurais l'impression d'utiliser ça à des fins de divertissement. Il y a quelque chose qui me gêne dans ça. Par contre, quand je m'inspire de drames, des histoires des autres et que j'essaye de les montrer, de ne pas faire le focus sur ça, mais plutôt de me concentrer sur les personnages, en fait. Juste sur eux. Peut-être que j'évite ça. Mais c'est complexe comme histoire. C'est complexe, la question éthique. Mais je crois que ça se sent dans le rapport qu'on a avec les personnages et les acteurs et les gens dans la vie réelle. Et voilà. Et peut-être d'être moins spectaculaire, ça nous protège un petit peu plus. Ce que je peux dire, c'est que le film a été tourné après des accords entre l'Italie et la Tunisie, entre l'Europe et la Tunisie sur la question migratoire pour stopper la migration vers l'Europe. Donc c'est un contexte où la Tunisie a énormément de pression, à la fois économique et sur les questions migratoires. Et le film, au moment où on le tournait, il y a eu des vagues d'arrestations des communautés subsahariennes, migrantes, noires. Et ce qui m'a vraiment, vraiment frappée, choquée même, c'est qu'on a aussi beaucoup d'expatriés européens en Tunisie qui n'ont pas forcément de carte de séjour, par exemple, et qui exercent ou qui vivent, et ils ne sont absolument pas gênés pour autant. Donc vraiment, ça m'a vraiment frappée. Et surtout, on est nous-mêmes migrants, enfin on émigre, nous, à l'étranger. Moi, je suis une fille de migrants déjà. Et de voir qu'on est aussi capable d'inverser les situations, ça montre que vraiment la question est globalisée. On utilise aussi des discours qui sont les mêmes discours qu'on peut entendre de l'extrême droite en Europe ou ailleurs. Et oui, ça montre qu'on n'est pas à l'abri en fait de reproduire des systèmes et des schémas de discrimination. Il y a des arrestations ici. Près de 80 personnes placées en garde à vue. Laure est encore sous le choc, mais trouve le courage de parler. Bonsoir, chère Marie. Je te laisse ce vocal pour te dire que cette nuit, des pasteurs se sont fait arrêter. D'autres ont disparu. Ils ont été accusés de trafic et d'organiser la traversée vers la Méditerranée. De grâce, sois très prudente. Shalom. Je pense que quand on fait des personnages de femmes, on se reconnaît en elles de toute façon. Il y a toujours, chez Marie quelque chose d'entreprenante. Il y a chez Jolie, peut-être la fille que j'étais aussi quand j'étais plus jeune, de ne pas vouloir être toujours cataloguée, faisant partie d'une communauté, mais juste être un individu à part entière. Et il y a chez Nané cette envie
de réussir aussi, de s'en sortir et de questionner en fait, peut-être la religion aussi. Dans chacune d'elles, il y a quelque chose chez moi. Et c'était pareil pour les filles de Sous les figues, qui auraient pu être aussi. J'aurais pu avoir cette vie-là. Peut-être que je traverse à travers tous ces personnages féminins une partie de ma vie, une partie de mes questionnements. Voilà. C'est pour ça que je me sens très, très, très proche d'elles. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre à ramer. Alors avec mon précédent film Sous les figues, j'avais découvert une chanson qui s'appelle L'Estac de Louis Llach, qui est un chant catalan révolutionnaire sur le travail et quelque part sur la révolution. Et comme j'ai écrit Sous les figues avec aussi cet esprit de l'après-révolution, de la jeunesse, et puis aussi des campagnes tunisiennes qui sont un peu la base des soulèvements populaires, pendant tout le tournage, même l'écriture, mais surtout pendant le tournage, j'avais cette chanson qui m'accompagnait tous les matins au lever du soleil quand j'allais sur le tournage. Et quand j'ai commencé à écrire Promis le ciel, qui avait un autre titre d'ailleurs, j'avais pas de chanson. Et ça me posait vraiment un problème. Et je me suis dit, mais peut-être que je suis pas prête à tourner mon film, parce que j'ai pas encore cette chanson. Et j'ai quand même écrit le film sans la chanson. Et peut-être, je sais pas, quelques mois, même pas, ou quelques semaines avant le tournage, en écoutant la radio, je découvre le groupe Delgrès et j'entends cette chanson Promis le ciel. Mais alors là, je me dis, mais c'est incroyable. J'ai pas pensé que ce serait la chanson du générique, mais j'avais trouvé la chanson qui allait, moi, m'accompagner pendant le tournage du film. Et exactement de la même manière, tous les matins, quand je me levais, c'était la chanson que je mettais tous les jours, pendant toutes les semaines de tournage. Et puis ça paraissait tellement évident que ça devait être la chanson du générique que j'ai contacté le groupe en leur disant, mais est-ce que je peux avoir la chanson et le titre pour le titre du film? Et c'était une super rencontre avec le groupe Delgrès. Et puis les paroles de la chanson, on m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la mer, à ramer. Voilà, pour moi, c'était vraiment un résumé. Puis on parle de baptême, il parle de baptême dans cette chanson-là. Le baptême de Kenza dans ce bain, le baptême... un baptême... Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fort, de très poétique et de très politique. Et ils sont complètement dans les valeurs du film en réalité. Et puis ça a été une belle rencontre. Et puis il y a ce beat qu'on entend dans la chanson, c'est quand même rock'n'roll. C'est pas ce qu'on attend peut-être d'un film sur la migration. Et c'est exactement en fait le heartbeat de ces femmes. C'est l'énergie qu'elles apportent, l'espoir, l'envie de continuer, d'avancer. Et puis voilà, elles sont un peu comme voilà, dans un univers un peu rock'n'roll, quoi. Et elles le sont, elles aussi. Et puis ce qui me touche vraiment, c'est qu'il y a cette rencontre improbable entre elles. Elles vivent un moment ensemble et puis après, les chemins se séparent. Et qu'est-ce qu'on garde de l'autre quand on l'a connu à un moment donné dans notre vie, quand on a partagé un moment de vie ensemble? Qu'est-ce qui nous reste de l'autre? C'est un peu aussi sur ça que j'avais envie de terminer le film. Attends, je vais t'aider. Chelou ça. Un beau là. Voilà. Alors sans vraiment rentrer dans des clichés sur la jante masculine et sans être ultra féministe, mais même si je le suis, c'est pas la question. Mais c'est vrai que naturellement, les personnages masculins du film, les personnages tunisiens du film montrent une sorte de réserve, de peur, de marcher sur des œufs comme ça tout le temps, de pas réellement savoir si ils doivent protéger ces femmes, être complices, être proches, vivre une amitié, une histoire d'amour ou autre. En tout cas, vivre quelque chose de sincère et de fort, ou bien plutôt prendre des distances parce que politiquement,
on criminalise finalement notre soutien aux personnes migrantes, et c'est le cas en Europe aussi. Et quand on criminalise, c'est très dangereux en fait, parce que ça crée évidemment cette peur, et donc j'ai voulu montrer ça. C'est vrai que là, on a l'impression que les hommes ont peur et que les femmes ont tout ce grand courage. C'est ce que j'ai ressenti. Et puis en même temps, ils sont touchants, ces hommes, et c'est ce qu'ils vivent, et c'est complexe. Fouad n'est pas dans une situation simple. On comprend qu'il a eu une expérience en Europe qui s'est mal passée, qu'il y a des problèmes financiers, qu'il a une fille qu'il ne voit pas. Monsieur Ismaël, il gère un peu sa retraite comme il peut, et en entendant les discours des uns et des autres, en regardant la télévision et les médias qui eux aussi jouent un peu ce jeu des discours et qui favorise une certaine peur chez les citoyens, enfin pas favorise, c'est pas le mot, mais qui participe d'une certaine manière à véhiculer cette peur, et donc il fait que les personnages masculins du film sont réticents. En Europe, à mon avis, ça donne déjà une autre perspective sur la question migratoire, puisque ça ne concerne pas que l'Europe, ça concerne le reste du monde, et peut-être même en première ligne les pays concernés. Donc j'espère que pour ça déjà nous ouvre un peu les perspectives. Et puis aussi qu'il n'y a pas d'archétype du migrant ou de la migrante, c'est vraiment des parcours individuels très distincts. Et puis en Tunisie, évidemment, s'interroger nous-mêmes sur la question du racisme. En fait, en réalité, il y a aussi du racisme entre Africains. Comme il peut y avoir du racisme entre des gens du nord et du sud, des gens de la campagne et de la ville. Et en fait, on n'est pas épargné par ces questions-là. Et on a beau en parler, et ça existe encore. Nous, c'est des sujets auxquels on ne parle pas, on n'en parle pas du tout même. Et j'espère qu'avec ce film, on va pouvoir l'aborder sans déni, sans ce déni permanent. Et puis régler ça aussi entre nous, parce qu'on partage aussi une histoire commune, on fait partie du même continent, qui est le continent africain. Et on a des identités multiples, et on devrait en être fiers, et pas au contraire, pas rejeter ça comme on est en train de le faire. Il faut savoir que la place des femmes en Tunisie, depuis très très longtemps, est assez unique dans la région du monde arabe. Je donne toujours l'exemple, je dis qu'on a eu même la voix pour l'avortement avant la France. Et ça, c'est incroyable d'imaginer. Donc, ce n'est pas anodin ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la culture et de la place des femmes et du cinéma tunisien et des réalisatrices. Il y a eu Moufida Tletli avec Le silence des palais, on était déjà dans les années 80. Il y a eu déjà des femmes cinéastes avant nous. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de le vivre, c'est à la fois naturel finalement pour nous, et en même temps, on sait qu'il y en a eu avant nous, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment des décisions aussi politiques passées, de donner vraiment la place aux femmes, à leur éducation, et puis à cette ouverture qu'est la Tunisie sur le monde et sur la Méditerranée, avec son lien aussi avec l'Italie. Donc c'est pas surprenant, moi je dirais que... Et d'ailleurs les femmes, comme dans Sous les figues, on a l'impression que les femmes sont emprisonnées dans ce huis clos, et en même temps elles ont énormément de pouvoir. Et je pense que c'est très proche de ce que sont les femmes en Tunisie. Elles sont à la fois contraintes dans la société, on est dans une société quand même encore conservatrice, mais où elles ont encore de plus en plus de pouvoir, et on le voit à travers nos films. Je trouve qu'ils sont très libres et très distincts, chacune avec nos propres univers. Et on se parle, on s'écrit. Moi, je regarde les films des autres réalisatrices et réalisateurs tunisiens, parce qu'il y a aussi quelque chose de formidable qui se passe en général en Tunisie, même avec les réalisateurs, avec le peu de moyens qu'on a.
on arrive à faire des films quand même qui méritent d'être vus.